Alors en fait, le premier thème donc, que nous avons identifié à partir du moment où on nous a interrogé sur la question de l'espace public, le premier thème donc, que nous avons identifié, c'est celui de l'agriculture urbaine. Je voulais simplement, très rapidement, traverser 3 échelles, mais là encore, c'est pour ouvrir la réflexion, pour essayer de comprendre donc, comment on peut envisager ces questions. La première échelle, c'est l'échelle du territoire. Je pense que cette question de l'agriculture urbaine est arrivée dans notre histoire récente à partir d'un arrière-plan. À partir d'un arrière-plan qui est cette histoire-là. C'est-à-dire la mutation profonde que connaît la ville depuis un peu plus d'une centaine d'années. Cette mutation profonde qui est liée bien évidemment, en tout cas en Europe, à la démolition des remparts et à la découverte d'un nouveau territoire, d'un territoire plus vaste. Et on pourrait dire que la rupture, la coupure entre ville et campagne, en fait, est substituée, enfin, c'est un autre dispositif qui se substitue aujourd'hui, qui est celui de ce qu'on appelle le contexte métropolitain, qui est évidemment beaucoup plus vague, où en fait la campagne et la ville s'entremêlent en permanence. Là, j'ai mis quelques pistes, quelques jalons. Le premier, c'est Oswald Matthias Ungers, donc 1977, c'est ce qu'on appelle l'archipel vert. Ungers, en fait, a mis en place ce concept d'archipel vert sur Berlin, en 1977, la ville comme archipel. Aujourd'hui, en fait, la question qui est posée, d'une manière générale, c'est celle de la ville comme archipel, ce que Ungers avait bien compris en 1977. La deuxième vue que je présente ici, c'est une vue de Ono Hidetoshi, donc, qui date de 2007, c'était il y a 5 ans. La question que s'est posée Ono Hidetoshi, qui est professeur d'architecture et d'urbanisme à Tokyo, c'est quel est le devenir de Tokyo à échéance 2050 en tant que ce qu'on appelle aujourd'hui Shrinken City, c'est-à-dire une ville qui réduirait. Si cette ville réduit en 2050, Hidetoshi propose de n'en conserver que les parties desservies par les gares, ce qui ferait du coup de Tokyo une ville fibre. Ce projet s'appelle Fiber City. En fait, cette ville deviendrait une ville fibre où la ville serait entrelacée de parcs et de champs. La troisième image que j'ai mise, c'est une image de Port Park qui appartient donc au projet du Grand Paris, qui a été un moment pour la France important de débat sur cette question de l'agriculture urbaine. Et cette image de Port Park, c'est une image qui montre simplement comment la ville voisine désormais avec des secteurs entre guillemets naturels, de parcs et éventuellement d'agriculture. Tout de suite, pour prendre la précaution de dire que la réflexion est partie du végétal pour atteindre l'agriculture. Je pense que c'est ça qui s'est passé en fait dans l'histoire récente, en particulier du côté des architectes, du côté des urbanistes, mais aussi sans doute du côté des paysagistes. Et enfin, la dernière image que j'ai mise là, c'est tout simplement une vue de la métropole lilloise. C'est une vue de la métropole lilloise où l'on voit très bien cette métropole archipel, on pourrait dire aujourd'hui. Ce que beaucoup de gens ne prennent pas conscience du fait que cette métropole est par elle-même un archipel. Et en particulier, simplement signaler toutes ces terres de ce qu'on appelle la vallée de la Lys, qui sont prises entre les villes de la Lys et l'île-Roubaix-Tourcoing, toutes ces terres de la vallée de la Lys qui sont des terres en fait, de culture qui visent l'extensivité. Donc on est sur des enjeux importants puisque également au sud, on peut nommer cette terre du sud de la métropole. Ces terres du sud, ce sont les terres, ce qu'on appelle les champs captants. Le monsieur donc, de l'eau parlait ce matin. Ce qu'on appelle les champs captants, c'est par là que l'on capte l'essentiel de l'eau potable de la métropole sur des terres qui sont par elles-mêmes des terres plutôt intensives aujourd'hui. Donc les enjeux sont posés à travers ces questions d'extensivité et d'intensivité. La deuxième échelle que je voulais balayer, elle est matérialisée ici par un certain nombre d'images. Elle concerne l'échelle de la ville et de l'architecture. Non plus celle de la métropole, mais l'échelle de la ville et de l'architecture. La première image en haut à gauche, c'est tout simplement un mur végétal de Patrick Blanc. Il est celui-là en Australie. Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est aussi de montrer comment, effectivement, cette question du végétal dans la ville a aujourd'hui atteint les 3 dimensions de l'espace. On n'est plus dans une logique à plat, dans une logique bidimensionnelle, mais dans une logique tridimensionnelle dans l'espace.
et également qui intéresse d'une manière générale, j'allais dire ici, les plantes, et pas forcément les plantes alimentaires, mais bien sûr, cette logique tridimensionnelle dans l'espace gagne dans les esprits les plantes alimentaires. Le deuxième exemple, c'est MVRDV. Il s'agit du pavillon d'exposition de Hanovre en 2000, qui là non plus, je dirais, intéresse pas forcément directement l'agriculture urbaine, mais la fabrication d'un écosystème artificiel, qui est donc ce que l'on voit ici à partir de la grotte, de l'eau, de la filtration des arbres, et l'eau en montant fabrique des nuages qui viennent, comment dire, qui sont concentrés par la lentille qui fait pleuvoir donc, sur la forêt. En fait, cet écosystème, ce biotope, on pourrait dire artificiel, intéresse MVRDV à ce moment-là, avant même que MVRDV s'intéresse aux questions d'agriculture urbaine. Et enfin, surtout, peut-être des images du bas. Il s'agit d'un projet de SOA, donc un projet récent, sur Romainville, où en fait SOA propose de transformer les terrasses des immeubles sociaux. Il s'agit là donc des immeubles sociaux de Romainville, et SOA propose de construire des fermes urbaines sur les toits. C'est un projet qui devrait théoriquement voir le jour. Où on voit donc effectivement cette question d'agriculture urbaine, ça n'est plus uniquement, c'est la question donc, de la ville archipel, comme je l'ai indiqué, mais c'est aussi la question de la ville tridimensionnelle. Cette ville tridimensionnelle, d'un urbanisme vertical, c'est-à-dire de superposition des fonctions, hein, l'urbanisme vertical, c'est pas les tours, c'est la superposition des fonctions. Cette ville tridimensionnelle, évidemment, elle convoque, on le voit avec SOA, donc cet enjeu de l'agriculture urbaine. Et enfin, donc l'échelle de l'objet, où on voit quelques exemples. Donc l'exemple de Nairobi au Kenya, qui est en fait une culture à l'intérieur de sacs. Cette culture à l'intérieur de sacs, c'est l'un des enjeux importants aujourd'hui de la nutrition dans les bidonvilles. C'est intéressant parce qu'effectivement, ce sont des démarches entre guillemets de design en fait qui posent la question de la nutrition à l'intérieur des bidonvilles. À droite, donc, ce sont les saprophytes de Roubaix. Alors, les saprophytes, c'est un mouvement donc, on pourrait dire d'activisme de Roubaix. Ce sont des gens en fait qui partent de la question de la colonisation par les plantes. Et donc les plantes sont pour eux, les plantes, et là il s'agit d'une manière générale de plantes agricoles. Les plantes agricoles sont pour eux un peu la métaphore de la recolonisation de la ville par des forces qui soient plus donc des forces top-down, qui soient plus des forces verticales du sommet vers la base, mais qui au contraire soient des forces horizontales, des forces qui partent de la base et qui essayent donc de tisser des relations spécifiques entre acteurs, entre êtres humains, en fait, qui soient des relations horizontales, des relations d'échange. Et en bas, donc des exemples sur Montréal, qui sont assez intéressants puisqu'on y voit la production, la récolte, le transport, toutes les questions, et puis on retrouve évidemment cette question de l'agriculture verticale, hein, qui est intéressante puisque là c'est l'agriculture de balcon, et en fait on voit comment à Montréal aujourd'hui il y a un débat, enfin pas un débat, mais ils ont des actions qui se mettent en place en fait sur l'ensemble de la chaîne du produit agricole, l'ensemble de la chaîne du produit agricole produit en ville. Donc voilà pour le premier thème, c'est juste quelques images, hein. C'est simplement pour ouvrir le débat, simplement pour ouvrir aussi un peu l'imagination, essayer de comprendre. Il ne s'agit pas pour nous de faire des sacs, hein, mais en tout cas ça permet de poser les questions, de poser les choses et aussi de poser les enjeux. On a parlé, ce matin je crois que c'est Stéphane Vial qui parlait de Papanec, en fait design pour un monde réel. Bon, aujourd'hui en fait ces enjeux sont reposés. Ce qui intéresse en fait Design for Change, c'est effectivement ce monde de demain que l'on veut en fait être complètement à l'opposé enfin, on a dit comme ça au départ qu'on ne s'adressait pas aux consommateurs en fait, hein, on ne s'adressait pas aux consommateurs passifs, on s'intéresse aux citoyens acteurs de la vie. Le second thème, et là j'ai un problème de titre, mais c'est pas grave. Le second thème, le titre a basculé, je ne sais pas pourquoi, c'est le droit à la différence. C'est le second thème qui est arrivé donc, sur cette scène de l'espace public, qui nous semble être aussi quelque chose d'important. Et je voudrais simplement le mettre un peu en perspective à partir d'un certain nombre de données auxquelles on ne pense pas forcément. Le premier, c'est cet ouvrage de Gilles Clément en 2000, qui pose la question du jardin planétaire. Ça me semble important parce que, à partir du moment... Jardin planétaire, ça veut dire deux choses. Ça veut dire d'une part que la planète est un vaste jardin. C'est-à-dire que, d'une manière générale, la planète doit être regardée aujourd'hui comme
effectivement la construction d'artefacts en équilibre, que ce soit du vivant ou que ce soit de l'inerte. En fait, on est sur cette question des équilibres des artefacts. Ça veut dire qu'il n'y a plus, à proprement parler de nature, entre guillemets, ce qui n'est pas complètement vrai, bien sûr, vous savez bien qu'il existe encore des forêts primaires, mais si on prend l'Europe, par exemple, il n'y a plus à proprement parler de nature en Europe. La nature est... l'Europe est construite sur l'articulation de systèmes d'artefacts entre le vivant et l'inerte. Et j'ai mis également l'ouvrage de Richard Florida, qui est celui-là, Cities and the Creative Class, donc de 2005, qui est fait suite au précédent ouvrage qui était The Rise of Creative Class. Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est effectivement que ce jardin planétaire, c'est le jardin de la diversité. Ça a été dit abondamment, de la biodiversité végétale, bien évidemment, de la biodiversité animale, mais aussi, bien sûr, de la biodiversité humaine. Et je pense que ce qui est important dans cette question de la diversité, c'est cette question de la création, qui est une question qui est posée aujourd'hui, je dirais, à travers des concepts qui peuvent être controversés, mais qui en tout cas ont le mérite de mettre sur la table cette question du lien qu'il y a entre création finalement et diversité. En l'occurrence, si vous voulez, les critères que donne Florida pour ce qu'il appelle les villes créatives, c'est le pourcentage de gens formés, c'est-à-dire niveau Bac plus 4. C'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est évidemment la question des technologies, c'est-à-dire des villes qui connaissent les hautes technologies. Et puis le troisième critère, c'est la question de la tolérance. Et cette question de la tolérance, je pense que c'est une question importante dans l'analyse que fait Florida. Elle va dans deux directions. Celle, bien sûr, du multiculturalisme, et là, nous sommes aux États-Unis, et c'est intéressant d'en parler. Je pense que Gaëtan en parlait tout à l'heure. Mais aussi, bien évidemment, il s'agit là de toutes les différences. C'est-à-dire, Florida prend par exemple comme critère le gay-friendly, pour dire que les villes créatives, ce sont des villes gay-friendly. Il parle bien sûr de San Francisco, de la Silicon Valley, etc. Donc je pense que c'est intéressant cette question de la prendre un peu à bras-le-corps, d'essayer de comprendre ce que signifie cette question de la diversité à travers ce que j'ai appelé le droit à la différence, en me référant à Henri Lefebvre. Donc quelques images simplement pour montrer aussi comment finalement le design croise les différences. C'est-à-dire j'ai été frappé récemment dans les derniers handisports, les derniers Jeux Olympiques handisport. J'ai été frappé de voir effectivement les coureurs kenyans découvrant les lames de carbone et se rendant compte qu'on arrive à courir aussi vite avec des lames de carbone qu'avec des jambes, ce qui est tout à fait intéressant et évidemment tout à fait extraordinaire. Alors j'ai mis quelques personnages ici, Lisa Bufano que j'aime beaucoup parce que c'est une fille qui a un humour absolument incroyable, elle est sur son site. Et puis, Aimée Mullins, parce qu'Aimée Mullins c'est une athlète qui est aujourd'hui l'une des porte-étendards de L'Oréal. Donc là on est vraiment, je dirais, dans le grand commerce. Et Delphine Sancier qui est en fait une jeune femme tétraplégique qui fait des photos de charme. Simplement, alors l'argument en fait c'est simplement qu'elle voulait voir son corps autrement. Également donc dans le droit à la différence, bien sûr, je viens d'en parler, la question, ça m'intéresse beaucoup le fait que la Gay Pride soit devenue la marche des fiertés, parce que justement le changement de nom, ils ont décidé de changer de nom pour ne plus rester sur une définition précise. Et donc pour parler d'une manière beaucoup plus vaste de la population, ce qui évidemment rejoint les débats du mouvement queer. Vous savez que le mouvement queer, c'est un mouvement qui refuse toute identité sexuelle à la suite des travaux de Foucault, d'ailleurs, en particulier. Donc voilà, c'était simplement pour évoquer ça. Je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Et je n'ai pas voulu... j'ai rien mis sur le multiculturalisme parce que je trouvais que ça faisait un peu trop United Colors of Benetton. Et simplement, donc à l'échelle de l'objet, cette question de la différence nous intéresse, bien sûr. Voilà, par exemple, en haut à gauche, c'est un mètre, il s'agit d'un mètre pour aveugle. Donc en fait, quand on écarte les éléments, ça fait un signal tous les centimètres. Et à droite, un exosquelette. Alors vous savez que ça, c'est un enjeu fondamental aujourd'hui pour toute une population, parce que ça pourrait permettre de marcher à toute une population qui n'y arrive plus, y compris les personnes âgées, bien sûr.
et une commande au pied, donc une souris commandée au pied. Et en bas à droite, peut-être l'objet le plus intéressant, c'est le lecteur de CD de Naoto Fukasawa. C'est intéressant parce que ce lecteur, c'est un lecteur mural commandé par le câble. On tire le câble, on tire sur le câble pour mettre en route le CD. Et c'est un lecteur que Fukasawa avait conçu. Il a été commercialisé par Muji, qui depuis d'ailleurs l'a changé. Mais il a été commercialisé par Muji. On s'est rendu compte que le gros de la clientèle de ce lecteur, c'était les handicapés. Donc c'est ce qui est assez intéressant, parce que on est là dans ce qu'on pourrait nommer du design universel. Ce design n'a pas été fait pour ça. Mais effectivement, cet objet a trouvé sa clientèle tout de suite parce qu'il est parfaitement adapté finalement aux populations, en particulier aux populations en fauteuil roulant, parce qu'on peut le fixer au mur à la bonne hauteur, il suffit de tirer sur le fil, etc. Et enfin, donc le troisième thème, pour ouvrir ce troisième thème, qui est le thème des ambiances, je pense c'est aussi dans une réflexion que j'avais menée et que j'ai proposée donc, au sein ici de Design for Change, de l'île Design for Change, c'est que la question des ambiances n'est pas une question réellement nouvelle. C'est-à-dire que d'une manière générale, on peut dire que finalement, comment dire, à plusieurs périodes dans l'histoire de l'architecture, par exemple, on s'intéressait aux ambiances. Mais je pense qu'il se passe quelque chose de tout à fait intéressant. Et j'ai mis là une phrase de Branzy, qui me semble, qui est dans Nouvelle Métropole froide, donc en 1992, où Branzy parle de l'écologie des rapports humains. Il me semble que cette question que pose Branzy, cette question de l'écologie des rapports humains, dans un ouvrage qui traite beaucoup de la question des ambiances, lisez le chapitre Une après-midi dans les PME, par exemple, pour vous en convaincre, il me semble que cet ouvrage est intéressant parce qu'il marque un peu le point de départ d'une nouvelle réflexion au sein du design, du coup. Et ce qui m'a intéressé, c'est que cette question des ambiances, telle qu'on la voit apparaître chez Branzy à travers cette notion d'écologie des rapports humains, qui va être quand même abondamment reprise. Je ne dis pas du tout que c'est une intention, je n'ai jamais eu l'occasion de communiquer avec Erwan et Ronan Bouroulec sur cette question, donc je ne sais pas du tout finalement si eux font le lien précis, mais il n'empêche que le travail des si Branzy reconnaît le travail des Bouroulec, c'est bien parce que le travail des Bouroulec porte essentiellement sur cette question. Donc ça, je crois que c'est quand même quelque chose d'important. C'est pour ça que j'ai mis évidemment quelques objets et surtout quelques environnements des Bouroulec, entre autres donc les parois feutres et puis y compris le sol pour Fadrat. Je crois que c'est intéressant donc de comprendre ça. Évidemment, il faudrait aller plus loin pour savoir si c'est une référence volontaire ou immédiate. Mais peu importe. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que ce thème des ambiances, il apparaît ici dans le design au moment où commencent à monter en puissance des laboratoires de recherche sur les ambiances dans les écoles d'architecture. Le CERMA à Nantes, le Cresson à Grenoble et également un laboratoire entre Bordeaux et Nantes qui commence à émerger, donc dont on commence à connaître les travaux. Et c'est intéressant puisque très récemment, il y avait un grand colloque à Montréal qui réunissait en fait toute une partie des chercheurs sur les ambiances, et auquel était d'ailleurs Jean-François Goyard, qui interviendra tout à l'heure. De la même manière aussi, je pense que c'est intéressant puisque finalement, ce débat a été popularisé par Philippe Rame. Philippe Rame, dont nous voyons ici quelques installations, qui lui travaille sur cette question des ambiances d'une manière, j'allais dire, concrète et artistique. C'est-à-dire, on voit d'ailleurs dans le schéma bleu-rouge, où en fait, en mettant en place simplement 2 plateaux, en fait, effectivement, on a des systèmes de température différentielle qui se mettent en place dans la pièce, et donc on va pouvoir habiter la pièce de manière différente. Donc là, si vous voulez, il s'agit des ambiances d'un point de vue qui est un point de vue y compris technique, y compris effectivement la question des ambiances, c'est une question de l'architecture contemporaine, bien évidemment, à partir du moment où les fluides rentrent dans l'habitat, à partir du moment où on chauffe l'habitat, etc. Et c'est ce que Philippe Rame donc, met en place, en fait, et il propose une organisation de l'espace à partir de cette notion d'ambiance. Et en bas à droite, donc j'ai juste mis un projet de Mathieu Lehanner, qui est parti, en fait, de la fameuse étude que la NASA de mémoire avait sorti en 1983 sur la capacité phytoépuratrice de l'air par les plantes, c'est-à-dire que la capacité des plantes à la phytoépuration de l'air. Donc il propose évidemment un petit dispositif de phytoépuration motorisé qui permette d'exploiter cette capacité des plantes. Où là, je pense qu'effectivement, on est aussi dans des enjeux entre la question de l'ambiance et puis la question de la santé.
comment dire, pour décaler un peu le propos aussi, et là du coup pour parler d'espace public, moi ce qui me semble important au sein de l'espace public, c'est que cette question elle est posée d'une manière extrêmement complexe. Complexe parce que d'un côté il y a effectivement des facteurs d'ambiance qui sont aujourd'hui de l'ordre des cultures urbaines, de l'ordre du street art par exemple, qui est aujourd'hui reconnu, puisque je crois que c'est l'image en haut à droite, c'était l'une des images qu'avait utilisé la Fondation Cartier pour sa médiatisation lors de l'exposition Né dans la rue, qui était une exposition sur les graffitis et les tags. Et c'est intéressant donc de voir que de toute façon, il y a des actions fondamentales aujourd'hui dans l'espace public qui sont des actions qui intéressent la question de l'ambiance en positif comme en négatif. Après, chacun a son interprétation. Moi, mon problème, c'est pas de juger, c'est d'essayer de comprendre ce qui se joue dans ces dispositifs. Et en bas, j'ai mis simplement quand même quelque chose qui me semble assez intéressant parce que, d'une part, le sol qu'a conçu Colas pour la Casa de Musica de Porto est un sol tout à fait intéressant parce que précisément les cultures urbaines vont pouvoir s'y exprimer. C'est-à-dire qu'on voit que la mise en place d'un simple sol constitue en fait un lieu d'expression des cultures urbaines en même temps qu'un lieu de rencontre. Et à droite, s'il s'agit du lounge municipal de Saint-Gall en Suisse, où en fait la municipalité a demandé à un artiste et un architecte, d'ailleurs Elisabeth Charlotte Trist et Carlos Martinez, ont proposé ce projet qui est un projet donc, de salon municipal, qui est donc un sol qui reprend l'ensemble de l'espace et qui constitue donc une ambiance publique très particulière dans la ville. Donc pour simplement, ces images simplement, je dirais pour éveiller l'attention, il ne s'agit pas du tout d'autre chose, je n'ai pas de grande théorie là-dessus, ou plutôt vous pouvez lire donc, ce qui a été écrit, qui quand même donne un certain nombre de pistes et surtout une bibliographie, ce qui me semblait très important. Et donc pour inaugurer ces tables rondes qui vont commencer par celle sur l'agriculture urbaine.